La première lueur de l'aube s'infiltrait à travers les herbes dorées de la savane, projetant une lueur orangée éclatante sur le paysage sauvage. Les rayons matinaux effleuraient le grand promontoire rocheux où Séraphine et ses 3 petits lionceaux avaient établi leur tanière. La silhouette de la lionne se détachait contre le ciel, son corps puissant encadré par la lumière du matin. Séraphine restait immobile comme une statue, la tête légèrement inclinée d'un côté, une posture familière qu'elle avait adoptée depuis la perte d'un œil. Une longue cicatrice barrait son front jusqu'à l'orbite gauche, guérie mais jamais estompée, témoignage d'une bataille féroce qu'elle avait survécue. L'œil droit de Séraphine était vif et alerte, surveillant sans cesse ses 3 lionceaux jouant non loin de la pointe concentrée uniquement sur sa vision restante. Séraphine avait développé des capacités d'observation extraordinaires, son œil captant les moindres mouvements et distinguant des détails qu'elle aurait pu ignorer auparavant. Les 3 lionceaux, 2 mâles et une femelle, s'amusaient autour des rochers. Âgés de seulement 3 mois, leur pelage portait encore les taches distinctives des jeunes lions, mais leur personnalité individuelle commençait déjà à se dessiner. Zoé, la plus petite femelle, était rapide et intelligente, observant toujours avant d'agir. Claude, le plus grand mâle, était fort et audacieux, souvent à l'initiative de jeux aventureux. Et Théo, le second mâle, était calme et patient, observant tranquillement avant de rejoindre les activités de ses frères et sœurs. Séraphine observait ses lionceaux jouer, un jeu qui semblait insouciant mais qui était en réalité leur première leçon de chasse. Elle les laissait explorer librement, sans jamais quitter des yeux les environs. Sans une meute pour les protéger, chaque danger devait être détecté et géré par Séraphine seule. Alors que le soleil montait plus haut et que la température augmentait, Séraphine rappela ses lionceaux à la tanière d'un grognement sourd. Ils répondirent immédiatement. L'instinct leur avait appris que l'appel de leur mère ne tolérait aucune discussion. Une fois les 3 petits à l'abri dans l'ombre de la grotte rocheuse, Séraphine laissa son esprit dériver vers le passé, vers ce jour fatidique qui avait tout changé. Elle avait autrefois été une excellente chasseresse au sein de sa meute. Ses yeux perçants et sa vitesse extraordinaire faisaient d'elle le choix idéal pour mener les chasses importantes. Ce jour-là, la meute traquait un troupeau de buffles depuis l'aube. Les bêtes massives se déplaçaient lentement sous la chaleur de midi, et Séraphine avait été chargée de séparer un individu faible du troupeau. Tout se déroulait comme d'habitude jusqu'à ce qu'un vieux buffle mâle la repère trop tôt. Au lieu de fuir, il se retourna pour attaquer. La corne acérée fendit l'air, et bien que Séraphine ait tenté d'esquiver, elle lui lacéra le visage, déchirant la chair et détruisant son œil gauche. La douleur atroce et le sang qui coulait l'empêchèrent de poursuivre la chasse. Elle s'effondra tandis que le troupeau de buffles s'éparpillait dans la panique. Lorsqu'elle reprit conscience, Séraphine avait été abandonnée. Sa meute était partie, poursuivant le troupeau vers d'autres prairies. Avec un œil endommagé et une force diminuée, elle ne pouvait pas suivre. Séraphine survécut les premiers jours en se nourrissant de charognes, jusqu'à ce que ses blessures guérissent et qu'elle apprenne à chasser avec sa nouvelle vision. Puis, ses lionceaux naquirent. Séraphine avait brièvement rencontré un lion mâle solitaire. 3 mois plus tard, dans la grotte rocheuse qu'elle avait trouvée, 3 lionceaux virent le jour. Sans meute pour les protéger, sans autre lionne pour partager les tâches de chasse et de garde, Séraphine faisait face à son plus grand défi. Élever 3 lionceaux seuls dans la nature dangereuse. L'appel de Zoé ramena Séraphine à la réalité. La petite lionne essayait d'escalader un rocher, mais n'était pas assez forte pour atteindre le sommet. Séraphine s'approcha de sa fille, s'abaissant pour que Zoé puisse grimper sur son dos, puis sauter sur le rocher. Une petite leçon sur l'utilisation de l'environnement à son avantage. À l'approche de l'après-midi, Séraphine emmena ses lionceaux hors de la tanière. C'était le moment de leur enseigner la leçon la plus importante qu'elle avait apprise depuis la perte de son œil. Le pouvoir du son. La savane au crépuscule était une symphonie de vie, chaque espèce produisant des sons distincts. Séraphine avait appris à les distinguer. Écoutez, semblait-elle dire à ses lionceaux en s'arrêtant et en inclinant la tête. Ses oreilles pivotaient, captant les pas légers d'une antilope au loin. Les 3 petits imitaient leur mère, inclinant la tête et essayant d'écouter. Au début, ils ne percevaient que les sons forts, le cri d'un faucon, le rugissement des hippopotames près d'une eau lointaine. Mais, sous la guidance patiente de Séraphine, ils commencèrent à distinguer des sons plus subtils. Séraphine conduisit ses lionceaux vers une clairière où la terre meuble conservait les empreintes. Elle leur montra différentes traces, celles des antilopes, des phacochères, et surtout celles d'autres prédateurs, hyènes et léopards. Chaque trace racontait une histoire, et Séraphine apprenait à ses enfants à les lire. C'était le langage qu'elle avait dû réapprendre après avoir perdu un œil, et qui était maintenant un précieux héritage transmis à ses lionceaux. Lorsque les premières étoiles apparurent dans le ciel, Séraphine ramena ses lionceaux à l'abri de leur tanière. Elle n'avait pas attrapé de proie ce jour-là, et la faim commençait à la tenailler. Les proies se faisaient plus rares à l'approche de la saison sèche. Les grands troupeaux d'antilopes avaient migré vers le nord,
en quête de pâturage plus vert. Séraphine savait que le lendemain, elle devait réussir sa chasse, sinon ces lionceaux, en pleine croissance, n'auraient pas la force de se développer. La nuit tomba sur la savane, et dans la grotte rocheuse, Séraphine rassembla ses 3 lionceaux près d'elle. Ils dormaient paisiblement, pleinement confiants en la protection de leur mère. Séraphine restait éveillée, ses oreilles en constant mouvement, à l'écoute de chaque son de la nuit sombre. Une lionne borgne avec 3 lionceaux dépendants n'avait pas de place pour l'imprudence. Un nouveau jour apporterait de nouveaux défis, et Séraphine devrait chasser. Mais ce soir, dans l'obscurité de la grotte rocheuse, ils étaient en sécurité, et c'était tout ce qu'une mère pouvait demander. L'aube était encore une promesse lointaine à l'horizon, et lorsque Séraphine quitta la tanière, elle laissa ses 3 lionceaux dormir profondément, protégés par l'obscurité et la familiarité de leur abri rocheux. Aujourd'hui, elle ne pouvait pas rentrer bredouille. La faim était devenue trop familière ces derniers jours, et ces lionceaux en croissance avaient besoin de nourriture pour maintenir leur santé et leur force. Séraphine se déplaçait comme une ombre à travers l'herbe couverte de rosée, ses pas si légers qu'il ne pliait pas une seule brindille. Elle se dirigea vers une plaine basse où, tôt le matin, les antilopes venaient souvent se nourrir de l'herbe humidifiée par la rosée nocturne. Séraphine connaissait ce terrain par cœur. Chaque rocher, chaque buisson, chaque dépression où l'eau de pluie s'accumulait. C'était un territoire qu'elle avait gravé dans sa mémoire avec tous ses sens, pas seulement la vue. Lorsqu'elle atteignit les hautes herbes, Séraphine s'aplatit contre le sol. Elle se fondit dans le paysage, indiscernable de l'herbe dorée qui lui arrivait aux épaules. Seules ses oreilles bougeaient, pivotant constamment, recueillant des informations de l'environnement avec une précision extraordinaire. Chaque son avait une signification. Le bourdonnement des insectes, les chants des oiseaux matinaux, et, très loin, les pas légers d'un troupeau d'antilopes. Séraphine restait immobile, seules ses oreilles en mouvement. L'ouïe était devenue son arme principale pour la chasse. La perte d'un œil avait considérablement réduit sa vision à longue distance et sa perception de la profondeur. Mais en compensation, son ouïe s'était développée de manière extraordinaire. Elle pouvait distinguer les sons de chaque espèce animale, déterminer la distance, le nombre et même leur état, qu'ils soient détendus, alertes ou effrayés. Les pas du troupeau d'antilopes se rapprochaient, et Séraphine ajusta sa position, se déplaçant en cercle avec le vent pour s'assurer que son odeur n'atteignit pas sa proie. Chaque pas était calculé, chaque souffle léger et contrôlé. Elle resta tapie dans l'herbe, attendant. Le troupeau d'antilopes apparut à la lisière de sa vision, une vingtaine d'animaux se déplaçant lentement, s'arrêtant fréquemment pour brouter et scruter les environs avec vigilance. Séraphine les observait avec son œil restant, mais ses oreilles faisaient le gros du travail. Elle écoutait chaque petit son, le mâchonnement de l'herbe, la respiration, et surtout le bruit des pas. Ces sons lui révélaient l'âge, la santé et la vigilance de chaque proie potentielle. Une antilope femelle, peut-être plus âgée et plus faible que les autres, se déplaçait légèrement plus lentement, s'arrêtant plus souvent pour se reposer. Ses pas étaient plus lourds, plus irréguliers que ceux des autres, et sa respiration était légèrement laborieuse après chaque mouvement. Séraphine avait choisi sa cible. Elle ajusta sa position, se rapprochant lentement de sa proie choisie, maintenant toujours une distance sûre et utilisant les hautes herbes comme couverture. Séraphine ne pouvait plus compter sur les techniques de chasse traditionnelles, comme une charge rapide et directe. Avec une vision limitée, elle avait développé une méthode différente. Se rapprocher extrêmement près de sa proie avant d'attaquer, minimisant le besoin de poursuite. Séraphine resta immobile, entièrement concentrée sur l'antilope femelle. Elle calcula la distance, la direction du vent et les positions des autres antilopes. Chaque facteur devait être parfait. Une petite erreur pouvait provoquer la panique de tout le troupeau, et l'opportunité de chasse s'évanouirait. Lorsque l'antilope âgée s'avança vers une parcelle d'herbe plus courte, séparée du reste du troupeau par quelques mètres, Séraphine sut que le moment était venu. Dans une explosion d'énergie, elle bondit de sa cachette. L'espace entre le prédateur et la proie se referma en un instant. L'attaque se déroula en une série de mouvements fluides, comme chorégraphiés. Séraphine s'élança, visant le cou de l'antilope. Sa proie se tourna, reconnaissant le danger trop tard, et tenta de s'échapper d'un bon point, mais Séraphine avait anticipé ce mouvement. Elle ajusta sa direction en plein vol, se fiant au son des pattes de l'antilope touchant le sol et à la direction qu'elle prendrait pour fuir. Les griffes de Séraphine s'enfoncèrent dans le flanc de l'antilope, ses mâchoires se refermèrent sur son cou. Les deux tombèrent au sol dans un nuage de poussière et d'herbes piétinées. Le reste du troupeau d'antilopes s'éparpilla dans la panique, mais Séraphine n'y prêta aucune attention. Elle maintint sa prise jusqu'à ce que sa proie cesse de lutter. La chasse était réussie. Avec sa proie maîtrisée, Séraphine leva la tête, écoutant pour s'assurer qu'aucun charognard n'approchait. Lorsqu'elle fut certaine que la zone était sûre, elle commença à traîner sa proie vers la tanière. C'était la partie la plus difficile,
déplacer une lourde carcasse d'antilope sans l'aide d'une meute. Mais Séraphine avait une forte motivation. 3 lionceaux affamés l'attendaient. À la tanière, les 3 lionceaux s'étaient réveillés et jouaient dehors, mais toujours à portée de vue de la grotte, une règle que Séraphine leur avait strictement inculquée. Lorsqu'ils sentirent l'odeur du sang de la proie, ils devinrent immédiatement excités. L'odeur de la nourriture était le premier et le plus primitif langage que tous les animaux comprenaient. Séraphine déposa sa proie et laissa ses 3 lionceaux s'approcher. Ce n'était pas seulement un repas, mais aussi une leçon. Elle observa tandis qu'ils s'approchaient de la carcasse d'antilope, leur montrant comment l'ouvrir et quelle partie manger en premier. Chaque geste, chaque action de Séraphine était une leçon vitale pour ses lionceaux. Lorsque la famille eut mangé à sa faim, Séraphine conduisit ses lionceaux à un petit point d'eau non loin de la tanière. La saison sèche avait commencé, et les sources d'eau devenaient précieuses. Séraphine avait passé de nombreux jours à trouver et mémoriser l'emplacement de chaque point d'eau dans son territoire. Contrairement à la vue, qui pouvait être obstruée par les hautes herbes ou l'obscurité, l'odorat la guidait toujours vers l'eau, même à grande distance. Au point d'eau, Séraphine enseigna une autre leçon à ses lionceaux. Elle leur montra comment boire tout en restant vigilant, les yeux et les oreilles surveillant toujours l'environnement. C'était le moment le plus vulnérable pour toute créature, lorsque la tête était baissée et l'attention divisée. Séraphine leur montra également comment lire les signes autour du point d'eau, les empreintes des autres animaux venus boire, les odeurs qu'ils laissaient derrière eux, et les changements subtils dans le comportement des oiseaux et des insectes lorsque d'autres prédateurs approchaient. Alors que le soleil de l'après-midi commençait à décliner, Séraphine emmena ses lionceaux dans une vaste zone de prairie. C'était le moment de leur enseigner l'odeur, le langage invisible mais le plus puissant de la savane. Séraphine avait appris à lire l'air, détectant des odeurs qu'elle aurait pu ignorer auparavant. Chaque espèce avait une odeur distinctive, et le vent transportait ses messages loin et large. Elle montra à ses lionceaux comment se tenir face au vent, le museau légèrement relevé, prenant de lentes et profondes inspirations pour recueillir autant d'informations que possible. À eu début, ils ne pouvaient distinguer que les odeurs fortes, l'odeur des troupeaux de buffles, l'odeur de poissons des points d'eau, ou la puanteur des charognes. Mais Séraphine était patiente, les guidant d'odeur en odeur, construisant une bibliothèque olfactive dans leurs jeunes esprits. Zoé, comme d'habitude, apprenait le plus vite. La petite lionne pouvait déjà détecter l'odeur d'un troupeau d'antilopes à près d'1 kilomètre. Une capacité remarquable pour un lionceau de 3 mois. Claude et Théo, bien que légèrement plus lents, commençaient également à développer un odorat aiguisé. À la tombée du crépuscule, Séraphine guida ses lionceaux dans un exercice spécial. Elle les emmena dans une nouvelle zone où de nombreuses odeurs se mêlaient. Celles de différentes espèces animales, de plantes variées, et l'odeur de la terre humide d'une pluie lointaine. Puis, elle leur lança un défi, retrouver le chemin de la tanière en utilisant uniquement leur odorat. Au début, les 3 petits étaient désorientés. Ils tournaient la tête dans différentes directions, essayant de capter des odeurs familières de leur tanière. Séraphine resta immobile, n'intervenant pas, les laissant trouver eux-mêmes. Après plusieurs minutes d'essais et d'erreurs, Zoé capta l'odeur de la maison, un mélange de l'odeur de leur famille, des restes de proie, et de l'odeur distinctive des rochers chauffés par le soleil. La petite lionne prit la tête avec assurance, ses frères la suivant, et Séraphine fermant la marche, observant avec une fierté discrète. Lorsque l'obscurité enveloppa la savane, la petite famille était rentrée saine et sauve à la tanière. La leçon du jour avait été un succès. Les lionceaux n'étaient pas seulement rassasiés, mais avaient également appris des compétences de survie vitale. Séraphine s'allongea à l'entrée de la tanière, son œil scrutant l'obscurité, ses oreilles toujours à l'affût de chaque son de la nuit. Ces 3 lionceaux dormaient paisiblement à ses côtés, inconscients qu'avec chaque jour qui passait, ils devenaient plus forts, plus intelligents et mieux préparés pour la vie sauvage qui les attendait. Lorsque le 180e aube depuis la naissance de ces lionceaux apparut à l'horizon de la savane africaine, la famille de lions de Séraphine avait subi une transformation remarquable. Le soleil matinal illuminait les pelages dorés des 3 jeunes lions, désormais à l'étape cruciale de l'adolescence. À 6 mois, ils s'étaient développés en chasseurs potentiels, leur corps perfectionnant progressivement les caractéristiques des lions adultes. Les biologistes notent que c'est une période de transition critique dans la vie d'un lion. Les petites taches caractéristiques de l'enfance avaient disparu de leur pelage, remplacées par la couleur dorée éclatante typique des seigneurs des prairies. Claude, le plus grand mâle, commençait à développer les premiers signes d'une crinière, un phénomène biologique important qui apparaît généralement chez les jeunes lions mâles entre 6 et 7 mois, lorsque la testostérone commence à être sécrétée plus abondamment dans leur corps. En nature, seulement environ 20% des lionceaux survivent jusqu'à l'âge adulte. La survie des 3 lionceaux de Séraphine témoignait de l'adaptabilité extraordinaire de cette mère borgne. Sans la protection d'une meute, les taux de survie sont généralement beaucoup plus faibles. Mais Séraphine avait défié toutes les lois statistiques,
transformant son handicap en une leçon vitale pour la génération suivante. Les recherches sur le terrain ont montré que la perte de vision ne conduit pas nécessairement à une faible efficacité de chasse chez les lions. Au contraire, des individus comme Séraphine développent souvent des sens compensatoires à un degré extraordinaire. Cet effet de compensation sensorielle est l'un des exemples les plus frappants de la neuroplasticité chez les animaux sauvages. Le cerveau de Séraphine s'était réorganisé pour consacrer plus d'espace de traitement à l'ouïe et à l'odorat. Créant une chasseresse aux capacités spéciales. A eu lieu d'enseigner à ses lionceaux des méthodes de chasse traditionnelles basées principalement sur la vue. Séraphine avait transmis une philosophie de chasse complètement différente. Sa méthode se concentrait sur la création de chasseurs complets, capables d'opérer efficacement dans toutes les conditions, que ce soit de jour ou de nuit, dans les prairies ouvertes ou les forêts denses, sous une pluie brumeuse ou un soleil ardent. L'importance de cette méthode allait bien au-delà de la simple chasse. Dans un monde en rapide changement où les habitats se rétrécissent et l'activité humaine empiète de plus en plus, l'adaptabilité est la clé de la survie. Les lionceaux de Séraphine n'apprenaient pas seulement à chasser. Ils apprenaient à survivre dans un monde imparfait. Une leçon que chaque créature sur cette planète doit affronter. En observant Claude, Théo et Zoé pratiquer leurs nouvelles compétences de chasse, on pouvait voir que chacun avait développé un style distinct, combinant l'instinct naturel aux leçons spéciales de leur mère. Cette différenciation est un phénomène largement documenté dans les études sur les prédateurs, mais rarement observé aussi clairement que dans la famille de Séraphine. Zoé, avec ses longues pattes et son corps élancé, était devenue une spécialiste du son. Son ouïe s'était développée au point où elle pouvait détecter les pas d'une antilope à des centaines de mètres, même lorsqu'elle était complètement cachée par les hautes herbes. Dans des expériences naturelles, les chercheurs avaient enregistré que Zoé identifiait avec précision les espèces animales, leur taille, et même leur état de santé uniquement sur la base des sons de leur pas. Claude, avec son grand corps et sa force croissante, avait développé une capacité spéciale à lire les mouvements des troupeaux. Il semblait capable de prédire la direction dans laquelle un troupeau d'antilopes s'enfuirait lorsqu'il était attaqué. Une compétence inestimable pour un chasseur en meute. C'était un exemple d'intelligence spatiale hautement développée, la capacité à visualiser et prédire les mouvements dans un espace tridimensionnel. Théo, toujours le plus calme et le plus patient, était devenu un maître de l'odorat. Son sens olfactif s'était développé à un degré extraordinaire, capable de détecter l'odeur d'un point d'eau à des kilomètres pendant la saison sèche ou d'identifier un animal blessé dans un troupeau, même lorsque cet animal ne montrait aucun signe visuel de mauvaise santé. Remarquablement, chaque jeune lion développait non seulement des forces individuelles, mais apprenait également à combiner ses capacités dans une stratégie de chasse unifiée. Ce n'était pas une simple division du travail, mais un exemple d'intelligence collective. Le phénomène où un groupe peut accomplir plus que la somme de ses membres individuels. Par un après-midi particulier, alors que la lumière du soleil s'inclinait progressivement vers l'ouest, Séraphine conduisit ses lionceaux à un grand rocher qui s'élevait au-dessus du paysage environnant. C'était le point d'observation le plus élevé de leur territoire, une position stratégique que les lions utilisent souvent pour surveiller leur habitat. De cette position, la famille pouvait voir toute la savane s'étendant jusqu'à l'horizon. Alors que les 4 lions se tenaient côte à côte au sommet du rocher, un rare moment de paix enveloppa la petite famille. Une légère brise soufflait à travers la crinière naissante de Claude. Le soleil de l'après-midi se reflétait sur la cicatrice de Séraphine, créant une scène à la fois puissante et mélancolique. C'était un moment de contemplation, une pause précieuse dans la vie constamment tendue des prédateurs. Pour les lions, de tels moments de calme sont très rares. Leur vie est une chaîne continue de défis, chasser, défendre un territoire, élever des lionceaux, et finalement faire face au déclin de la vieillesse. Mais en cet instant sur le haut rocher, Séraphine et ses 3 lionceaux pouvaient s'arrêter, observer, et peut-être, à leur manière, réfléchir au chemin parcouru. Pour Séraphine, c'était un moment d'accomplissement. La blessure qui lui avait pris un œil l'avait séparé de sa meute et placé dans une terrible désavantage, ne l'avait pas simplement laissé survivre. Elle avait prospéré. Elle avait créé une famille, une petite meute à elle. Et surtout, elle avait transmis son précieux savoir à la génération suivante. Pas des leçons ordinaires sur la chasse, mais des leçons spéciales sur la manière de surmonter l'adversité, de transformer les limitations en force. Pour les 3 jeunes lions, c'était un moment de transition. Ils se tenaient au seuil de l'âge adulte, prêts à appliquer tout ce qu'ils avaient appris à une vie indépendante. D'ici 1 an, les 2 mâles partiraient chercher leur propre territoire et meute, un schéma de migration de dispersion courant chez les lions pour éviter la consanguinité. Zoé pourrait rester plus longtemps, peut-être même aider à établir une nouvelle meute avec sa mère. Mais quel que soit l'avenir, l'héritage de Séraphine vivrait à travers ces 3 lionceaux. Les compétences spéciales qu'ils avaient apprises de leur mère, adaptabilité, résilience et la force de surmonter l'adversité, les accompagneraient tout au long de leur vie, et peut-être seraient transmises à la génération suivante. Alors que le soleil se couchait sous l'horizon,
Peignant le ciel de la savane en rouge, les 4 silhouettes de lions se tenaient toujours sur le rocher, leurs longues ombres s'étendant derrière eux. Une vision remarquable, non seulement pour sa beauté naturelle, mais pour l'histoire extraordinaire qu'elle racontait. L'histoire d'une lionne borgne qui apprit à ses 3 lionceaux que dans le monde sauvage, ce ne sont pas les plus forts qui survivent, mais les plus adaptables point dans le silence du crépuscule africain, avec la dernière lumière du jour se reflétant dans les yeux de 4 prédateurs, une vérité fondamentale sur la nature devenait claire. La vie n'est pas une question de perfection, mais d'adaptabilité. Pas d'éviter les défis, mais de les surmonter. Et surtout, pas de ce que vous perdez, mais de comment vous utilisez ce qui reste.